nombreuses protestations en Corse après l'attentat contre le docteur Lafay. Le chef de l'État a fait le point avec son secrétaire d'État à la sécurité publique. Les réactions d'un dirigeant d'entreprise et d'un chômeur aux apaisements du président de la République en matière économique et sociale. La diminution probable du taux d'intérêt des livrets de caisse d'épargne. Enfin, un rapport accusateur sur le mal de vivre des banlieusards mercredi devant le Conseil économique et social. Notre enquête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Corse et la violence, une spirale dans laquelle se démènent ce soir encore la plupart des habitants de l'île, inquiets devant les proportions prises par l'affaire de l'impôt dit révolutionnaire, ce fameux impôt au Front de Libération Nationale de la Corse qu'avait refusé de payer Jean-Paul Lafay, un vétérinaire de Corté, et qui pour cela a été blessé de 3 balles de pistolet vendredi soir. Eh bien, à l'appel du MODEF, une manifestation de soutien aux vétérinaires sera organisée jeudi à Corté. De très nombreuses organisations protestent toujours contre cet attentat, alors que ce soir, le FLNC n'avait toujours pas fait connaître sa position. Aujourd'hui, le docteur Lafay a été transféré par mesure de sécurité dans un autre service de l'hôpital de Bastia, où son état est jugé très satisfaisant, mais d'autres continentaux se sentent menacés. Le reportage de Gérard Rinet. À 1 heure de route d'Ajaccio, Petretto Bichisani, un gros bourg de montagne. Le pharmacien ici n'a pas de concurrent. Il a été l'objet de menaces en mars dernier. On lui demandait de l'argent. Il n'a pas obéi. Il a été déjà à l'époque victime d'une tentative de plasticage. Puis ces tourmenteurs ont semblé l'oublier. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les dynamiteurs ont mis leurs menaces à exécution sans autre avertissement. Le pharmacien n'a aucune certitude sur les auteurs de l'attentat, FLNC ou raquette de truands ou malveillance, il ne sait rien. Vous aviez déjà été donc visé? Oui, on a déjà été victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Et comment vous expliquez cette situation? Je ne l'explique pas, il n'y a pas de... Sauf que... si vous voulez, la Corse vit des heures dramatiques. C'est lamentable. Hein. Comment vous le ressentez? Moi, ce matin, la première personne qui est venue, ma première réaction, ça a été de dire pauvre Corse. Voilà, c'est tout. Et vous envisagez peut-être de quitter l'île ou pas? C'est possible. Basilicaccia, non loin d'Ajaccio aussi. Même scénario dans la nuit de samedi à dimanche, première nuit de l'an nouveau. Visé cette fois un hôtel au bord de la route. Une vieille dame, une cliente, a été à tel point commotionnée qu'il a fallu l'hospitaliser. Le patron, M. Courbier, n'a jamais été menacé. Malgré son nom continental, il est corse. Comme beaucoup de gens dans l'île, il ne comprend pas ce qui lui arrive. En tout cas, son désarroi exprime bien la situation pourrie qui est celle de la Corse, où chacun peut penser que les mauvais coups de ce genre peuvent être le fait d'un voisin que chaque jour on salue avec amitié. Vous ne connaissiez pas d'ennemis? Non, aucun. Maintenant, je m'en connais. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai des ennemis. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer? Non, si je le savais, je ne serais pas ici en ce moment. Rendre aux agresseurs supposés la monnaie de leurs pièces, là est le danger, le risque d'affrontement entre habitants de l'île. Commentaire Bernard Marchetti. Hier, le président de la République sur Antenne 2 avait vivement mis en garde ceux qui s'inscrivent hors de la légalité. La loi républicaine sera respectée, avait-il dit. En écho, le socialiste Bertrand Delanoë a jugé ce matin inadmissible la recrudescence de la violence dans l'île, et le radical de gauche Prosper Alfonsi, président de l'Assemblée régionale de Corse, a dit tout à l'heure à son arrivée à Paris qu'à son sentiment, les déclarations présidentielles avaient reçu en Corse un écho très favorable. Je crois qu'il devenait urgent, indispensable que la plus haute autorité de l'État rappelle que s'agissant de la mise en cause de la communauté nationale, il ne pouvait y avoir aucun compromis et que la loi républicaine devait être appliquée en Corse, ce qui implique aussi qu'on doit y assurer la sécurité des personnes et des biens
Le président de la République a dit que tout ce qui pouvait être fait pour la Corse l'avait été, et tout ce qui a été fait, c'est vous, c'est l'Assemblée régionale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce qui se passe actuellement en Corse? Là, je crois que ce n'est pas l'Assemblée de Corse qui a les pouvoirs et les services de police et de justice en charge. Il faut que les compétences soient bien définies. L'Assemblée de Corse a un rôle à jouer très important au triple plan économique, social et culturel, mais il est évident qu'elle n'a pas en charge des services publics de la police et de la justice qui demeurent du ressort de l'État. Alors je crois qu'en la matière, l'État doit assurer en Corse la sécurité des personnes et des biens parce que c'est là son rôle et son devoir. Alors on a parfois comparé abusivement cette forme de racket qualifiée d'impôt révolutionnaire à la contribution demandée par le FLN pendant la guerre d'Algérie. C'est en fait une pratique qui se rapproche davantage de ce qui se passe aujourd'hui en Irlande du Nord et plus encore au Pays Basque. Car voilà longtemps qu'en Espagne, les organisations indépendantistes basques ont choisi cette méthode. Patricia Coste. L'une des plus célèbres victimes de l'impôt révolutionnaire au Pays Basque espagnol, c'est le père de Julio Iglesias, enlevé et libéré il y a 1 an par ETA politico-militaire. Le tissu industriel au Pays Basque espagnol est dense. Les chefs d'entreprise y sont nombreux et beaucoup payent cet impôt révolutionnaire, et cela depuis 5 à 6 ans. Et on estime à 7 milliards de centimes la somme ainsi obtenue par les 3 organisations qui prélèvent cet impôt. Le scénario est simple, une lettre marquée du cachet d'une de ces 3 organisations arrive chez l'intéressé. Si celui-ci ne paye pas, il risque d'être enlevé, blessé ou même tué. Mais il est très rare d'en arriver à ces solutions extrêmes, car tout le monde, ou presque, dans ce climat, paye. Dernièrement, les cadres moyens, médecins et même petits commerçants seraient aussi soumis à cet impôt. ETA militaire, lui, dément faire payer les petits possédants. Quant aux gros, ils le feraient proportionnellement à leur fortune, comme l'explique l'un des membres de leur comité exécutif que nous avons interviewé il y a 1 mois et demi. Nous avons dû maquiller sa voix. Pour l'impôt révolutionnaire, dit-il, nous avons une échelle de valeur qui provient de nos services d'information. Ces services appartiennent à notre organisation. Ils font une évaluation du patrimoine détenu par le patron ou par le membre de l'oligarchie auquel on réclame l'impôt révolutionnaire, et on exige approximativement 1% de ce qui constitue son patrimoine. L'impôt révolutionnaire, c'est un moyen de financement pour notre mouvement de libération. De la même manière que l'oligarchie espagnole a un moyen de financement à travers les impôts et en profite pour saigner les travailleurs, ce que nous faisons, nous, c'est de traduire cet impôt non pas sur les travailleurs, mais sur ceux qui saignent les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui imposent l'impôt à la classe des travailleurs. Pour être tout à fait complet sur le sujet, il faut encore savoir que le chef de l'État s'est entretenu du problème corse avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, Joseph Franceschi. Ça s'est passé à Lecce, vendredi et samedi, mais rien n'a filtré de leur conversation. On s'attend cependant que les effectifs de police et de gendarmerie soient renforcés dans l'île. N'oublions pas le bilan de l'année 82, plus de 800 actions violentes contre des personnes ou des biens, et puis 1 mort, 25 blessés. Deuxième type de réaction aux propos présidentiels d'hier, les milieux économiques. Vous savez que le chef de l'État avait promis un peu d'oxygène aux entreprises en estimant qu'il fallait aller vers une diminution de leurs charges. La réaction du président des jeunes dirigeants d'entreprise. La réaction donc de M. Nocturne, qui est président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, le CJD. Par le président de la République est intéressant, et en particulier le fait que dans son allocution de vœux, il ait désigné l'entreprise comme l'un des 4 objectifs majeurs de 1983, mérite d'être souligné. Au demeurant, je voudrais faire 2 remarques. Je souhaiterais d'une part être convaincu que le renouveau industriel commence vraiment à porter ses fruits, et d'autre part, l'invitation à l'allègement des charges mérite d'entrer, de passer du domaine du discours au domaine de l'application pratique. Lorsqu'il a souligné les efforts faits pour l'informatique, est-ce que cela vous semble être un bon exemple du secteur que peut aider l'État? Nous avons eu l'occasion de dire au CJD que la crise n'était pas seulement politique et que la solution n'était pas politique. Là, je crois qu'il y a une bonne illustration.
Y a-t-il des domaines dans lesquels l'État est plus fait que dans celui de l'informatique? Les plans calculs se sont succédés et les résultats ne sont pas satisfaisants. Le président de la République l'a remarqué lui-même. Et pendant le même temps, dans l'industrie de la programmation, ce que l'on appelle le software, les Français, en mettant en œuvre leur ingéniosité, leur caractère débrouillard, inventif, ont construit la deuxième industrie au monde. Alors, défions-nous peut-être des plans industriels gigantesques, majestueux, et ayons confiance dans un travail beaucoup plus discret et réparti. Autre proposition de François Mitterrand en direction du monde économique, une meilleure formation des étudiants, une formation générale qui déboucherait sur une vraie formation professionnelle. Il a cité l'exemple réussi à ses yeux des grandes écoles. L'avis du président des anciens élèves d'HEC. Je crois que ça devrait être plutôt un effort du type service national de formation qui serait assuré par des jeunes diplômés, c'est-à-dire qui auraient terminé leurs études et qui pourraient à ce moment-là se consacrer à temps plein pendant une certaine période à la formation de leurs jeunes camarades. Alors, oui, je vous en prie. Il est évident qu'il y a un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est que ces jeunes-là seront bien en phase avec leurs jeunes camarades, puisque c'est grosso modo la même génération. Deuxièmement, ils ont eu la chance, eux, de recevoir une formation qui est mieux adaptée aux conditions de la vie professionnelle, et donc ils peuvent retransmettre partie de cette formation, qui est ensuite très utilisable immédiatement dans les entreprises. Enfin, ils ont quand même une certaine connaissance de la vie d'entreprise parce que chacun d'eux a effectué un ou plusieurs stages en entreprise. D'ores et déjà, vous répondez présent, vous êtes d'accord sur le principe? Nous répondons d'accord, et nous sommes d'autant plus enthousiastes que nous avions eu l'occasion de remettre au président de la République fin 81 les résultats d'une étude prospective sur l'entreprise que nous avions préparée dans le cadre du centenaire de la création d'HEC, étude qui avait été réalisée par des chefs d'entreprise et des responsables d'entreprise, et une des recommandations, une des suggestions et des conclusions de cette étude était que l'enseignement soit beaucoup mieux adapté à la vie professionnelle actuelle et future, et donc qu'il y ait cette concertation avec les milieux professionnels, les gens des entreprises et les universitaires et les spécialistes de questions pédagogiques. Enfin, il nous fallait bien sûr interroger Dominique Servage, ce chômeur de Roubaix, qui nous avait tous beaucoup émus pendant l'intervention du président de la République. Il avait voté pour lui il y a 1 an et demi, et il exposait son amertume. Alors après avoir entendu le chef de l'État lui répondre en quelque sorte, il a dit à Martine Gilson ce que lui inspiraient les propos présidentiels. Enfin, moi j'aurais voulu qu'il soutenait plus la position des chômeurs aujourd'hui. Bon, je vais donner que les chiffres de Roubaix-Tourcoing puisque je les connais. Bon, il y a 20 000 chômeurs à Roubaix-Tourcoing. Bon, j'aurais voulu entendre François Mitterrand qui dise bon ben ça suffit de prendre les chômeurs pour des fainéants, ça suffit de les faire montrer du doigt. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de leur donner du travail. Bon, 20 000 emplois, bon, ça se crée pas du jour au lendemain. J'aurais voulu qu'il insistait plus là-dessus, et que solidarité dans ce sens-là, bon, ça veut dire aussi, bon, nous regarder différemment. Bon, c'est pas ce que j'ai fort ressenti hier, quoi. J'ai entendu parler des 18-25 ans, des stages, mais bon, on sait pas où on va et on sait pas ce qu'on va y faire, quoi. Donc, on attend mieux quand même. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Ben, demain, je vais essayer de me réveiller à 8 h. Et je vais faire un tour à la LPE, puis j'ai un stage qui commence à 9 h, 9 h demain matin. Donc je vais faire mon stage, et puis il s'arrête à 11h30, et puis je reprendrai ma routine. Et puis comme ça, jusqu'à temps que je trouve un boulot. Bon, j'espère que je trouverai un boulot, mais bon, je pense que demain, ce sera encore une journée comme hier. Une journée d'attente et d'espoir. Je pense que j'ai de l'espoir parce que on a quand même des choses qui bougent. Ça va pas très vite, mais ça bouge quand même. Il faut peut-être accélérer le mouvement. Peut-être que là, on a quelque chose à faire. Enfin, un troisième chapitre de l'intervention du chef de l'État, longuement commenté aujourd'hui, l'enseignement privé.
le sénateur républicain indépendant Pierre-Christian Tétinger a demandé au Premier ministre pour quelles raisons le gouvernement avait choisi la période de Noël pour animer la guerre scolaire. Michel Debré, tout à l'heure, sur France Inter, d'en face au public, a lancé une mise en garde. Supprimer la liberté d'enseignement, dit-il, c'est s'engager sur un chemin où il y aura ensuite des entorses à la liberté d'opinion et puis à la liberté d'information, etc., etc. Une fois encore, a dit l'ancien Premier ministre, on veut imposer à la France la volonté d'une minorité. Le gouvernement fait là une erreur majeure. Et puis, la CFTC estime que les conditions du dialogue ne sont toujours pas réunies. Enfin, nous ne saurions conclure ces développements sur les propos du chef de l'État sans faire un point, bien sûr, sur l'enquête sur l'affaire de la grue. En attendant le communiqué que doit faire demain le ministère de la Communication, qui avait demandé 2 rapports à ce sujet, eh bien, il semble que les responsabilités soient nettement localisées du côté de la société qui avait promis sa grue à TDF. Patrice Pelé. On la croyait en route pour la Tché, elle était à Nancy réservée à la coupe des arbres de la ville. 300 millions de centimes pour un engin de 50 tonnes qu'un chauffeur pas habitué à sa conduite préfère laisser de côté. Le grain de sable dans la mécanique. Le président qui attend, des journalistes qui se posent des questions, des techniciens qui s'agitent. Si TDF a donné sa version des faits, ce soir c'est M. Tonneau, responsable de la fameuse grue, qui s'explique. Après avoir ravisionné donc le 1er janvier à 10h du matin que le camion n'était pas arrivé. J'ai tout de suite prévenu les services de sécurité de l'Élysée qu'il fallait bien prévenir le responsable sur place de TDF qu'on ne pourrait pas assurer la retransmission. Je pensais, moi, profane, que malgré tout TDF avait les moyens de pallier à cette défaillance et que l'émission aurait lieu normalement. J'ai appris par la presse, comme tout le monde, que l'émission était reportée au lendemain. À votre avis, cette mission a-t-elle été suffisamment préparée ? On fait ça depuis 4 ans avec toujours du succès. Après, c'est un problème financier. On ne pouvait pas se rendre sur place une journée à l'avance. Ça, c'est un problème qui concerne TDF et SFP, puisqu'on travaille avec ces 2 sociétés. Si on nous avait demandé d'être sur place une journée ou 2 jours à l'avance, apparemment on était rémunéré, on n'aurait pas refusé la prestation. Est-ce que dans ce cas précis, on peut parler de négligence ou d'incompétence ? C'est pas à moi de déterminer les négligences et les incompétences. Nous avions un rendez-vous à 9h du matin. L'émission devait commencer 3 heures après. Bon, éventuellement, le camion aurait pu subir d'autres avatars. Est-ce que vous endossez la responsabilité de cet échec en tant que prestataire de service ? Oui, bien sûr. Il faut savoir reconnaître ses fautes. Alors, voilà. Est-ce que ce genre d'incident peut remettre en cause la marche et la vie d'une entreprise comme la vôtre ? Ça ne dépend pas de moi. Je ne sais pas si on peut être sanctionné à des niveaux supérieurs. Communiqué donc de Georges Filiou demain. Les problèmes de l'usine de la cellulose de Strasbourg, 3 heures d'occupation ce matin et paralysie complète du trafic routier sur le pont de l'Europe entre la France et l'Allemagne. 360 salariés sont menacés de licenciement. Le dollar en baisse, 6 francs 70, 3 centimes de moins que vendredi. Et puis cette éventualité dont on commence à parler, une diminution des taux d'intérêt des livrets de caisse d'épargne, Guy Schwartz. Et c'est assurément une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de livrets d'épargne. Ils auraient en effet du mal à se féliciter de voir le taux d'intérêt de l'argent qu'ils avaient ainsi placé passer de 8,5% à peut-être 7,5%. Ils seront d'autant plus amers que du temps où l'inflation battait son plein, c'est-à-dire avant le blocage des prix, le loyer de l'argent était très loin de compenser la hausse des prix. Alors quelle est la raison du gouvernement ? Alors, du point de vue du gouvernement, la décision d'abaisser très bientôt le taux d'intérêt est logique. À partir du moment où il tape sur un taux d'inflation qui ne dépasse pas 8% en 83, il peut difficilement offrir des rémunérations supérieures à ce taux. De la même façon qu'il avait recommandé aux chefs d'entreprise de ne pas accorder d'augmentation de salaire supérieure à 8%. Alors, la réduction du taux d'intérêt sur les livrets d'épargne a aussi un autre but. Il a pour but d'inciter les épargnants à transférer leurs économies vers des placements à plus long terme, c'est-à-dire en fait des placements dont pourraient profiter les entreprises. D'autant que celles qui se sont endettées à des taux très supérieurs à l'inflation seront bientôt, peut-être dans quelques jours, très sérieusement aidées.
Est-ce qu'on a eu idée du moment auquel ça rentre en vigueur? Jours, éventuellement le prochain Conseil des ministres ou le Conseil des ministres de la semaine prochaine. D'accord. Voilà en tout cas une information qui intéresse presque tout le monde. Autre domaine très public, le problème des banlieues. Les banlieues qui vivent mal au fur et à mesure de leur croissance. Il y a près d'1 Français sur 2 à être touché de près ou de loin par un rapport qui doit être présenté mercredi devant le Conseil économique et social, le rapport Delarue. Un rapport à ce point accusateur, explosif, que pour l'instant, le Conseil en a interdit la diffusion, mais Jean Pézieux a pu se le procurer. Principale pollution, le bruit. Ce sont des autoroutes ou des rocades qui traversent les quartiers à l'air libre. Le rapport accuse l'indifférence de la ville de Paris notamment et de l'État. Aux Parisiens, les bénéfices des liaisons avec la province, aux banlieusards, les nuisances. Villeneuve-Saint-Georges est particulièrement mal loti. Ainsi, au carrefour de l'avenue Carnot et de la Nationale 6, longée par la voie ferrée et coupée par les trajectoires des avions d'Orly. On a le chemin de fer, on a la route et on a un avion. Tenez, en voilà un qui passe en ce moment. Oui, encore en ce moment, on a de la chance. Oui, on a de la chance parce qu'il y a du brouillard qui amortit un peu le bruit. Et les molécules liquides absorbent le bruit. Et ça a toujours été comme ça ici C'est comme ça. De plus en plus, ça s'accroît avec les circulations automobiles, bien entendu, et les circulations SNCF également, et la circulation des avions. Et vous, à Villeneuve-Saint-Georges, vous êtes un vieil habitant d'ici, vous avez toujours connu ça? Initialement, il y a 20 ou 30 ans, c'était un coin charmant et tranquille ici. Il y a eu le chemin de fer quand même. Il y avait le chemin de fer, mais enfin, il y avait moins de trains que maintenant aussi. Mais alors, quelles sont les conséquences pour la vie des gens, leur santé en particulier? La vie des gens n'est pas très agréable. Ils dorment mal. Ils sont tendus, ils sont soumis à un stress, et ce stress a un effet sur leur santé. Coût social du bruit, à Villeneuve-Saint-Georges, les frais médicaux sont 20% plus élevés que la moyenne. Les avions sont particulièrement visés. Le rapport demande qu'on réduise les liaisons aériennes comme sur Paris-Lyon au profit du TGV. Épinay-sur-Seine, 5 h du matin. À cette heure-là, pas de car. Le rapport dénonce l'insuffisance des équipements collectifs, commerce, éducation et surtout transport en commun, toujours en retard sur l'urbanisation. René Nignol, qui habite Ballainvilliers à 25 km de Paris, est venu en voiture prendre le train qui va le conduire à son travail à la Monnaie. 1 heure de trajet et la voiture obligatoire. Il y a les bus qui viennent par la Nationale 20, les cars à PTR. Le matin ça va, mais le soir c'est pas pratique. Il y a l'embouteillage. Et alors, comment ça se passe pour les autres équipements, les écoles, les commerces, les lycées? Pas des écoles, maintenant c'est quand même mieux. Mais avant il n'y avait pas de maternelle à Ballainvilliers. Et vos enfants étaient obligés de se déplacer? Il n'y a pas eu de maternelle pour les enfants. Et le lycée ou le collège? Il y en a à Antony, mais c'est pas pratique non plus pour y aller. Ma fille elle vient à Paris. Alors, vous avez des amis en banlieue, par exemple, dans d'autres banlieues voisines? Ah oui, j'ai de la famille, oui. Et alors, comment vous faites pour vous rendre visite? Il faut avoir la voiture. Il faut toujours une voiture? Ah oui. C'est plus difficile de se rendre dans une autre banlieue que d'aller à Paris, alors? Ah oui, c'est pas pratique du tout. Priorité aux liaisons entre les banlieues, dit le rapport. Il y a peut-être un début de réponse dans la réouverture partielle par la SNCF de la Grande Ceinture. J'ajoute que ce rapport, vient de me dire Richard Someritis, demande un plan d'urgence en faveur des banlieues et la création d'un secrétariat d'État aux banlieues. L'actualité à l'étranger, maintenant, se résume essentiellement à 3 télégrammes de Beyrouth, Prague et Kaboul. 3 télégrammes développés en images par Gérard Sebag. Apparemment, il y a une erreur. Les images que nous avons vues sont celles du siège du PS à Agen qui a été plastiqué hier. Les images nous sont revenues. Je pense maintenant qu'il est temps de voir avec Gérard Sebag le point des conversations entre Israël et le Liban aujourd'hui à Chaldée, dans la banlieue de Beyrouth. Et puis l'arrivée des délégations étrangères à Prague, M. Andropov et consorts qui arrivent pour préparer le sommet des pays du pacte de Varsovie. Et enfin, une dernière information qui nous vient de l'étranger, à Kaboul. Nous allons le voir, je l'espère, développé en images. À Kaboul, une rébellion, une mutinerie de soldats afghans contre leurs supérieurs qui a fait 30 morts.
En effet, troisième rencontre au Beach Hotel de Caldé au Liban, des négociateurs libanais et israéliens. Aucun accord n'a encore été trouvé pour démarrer réellement ces négociations en raison des divergences sur l'ordre du jour. Les délégations se retrouveront donc jeudi matin en Israël pour poursuivre ces discussions. En Afghanistan, la résistance annonce la réussite de plusieurs opérations de harcèlement contre les forces soviétiques, notamment une attaque à la roquette sur l'ambassade du RSS à Kaboul. Par ailleurs, au cours d'une mutinerie dans une unité de l'armée régulière afghane, 30 officiers et sous-officiers auraient été tués par leurs propres soldats. Ces derniers auraient ensuite rejoint les forces rebelles. L'Afghanistan sera certainement l'un des sujets évoqués au cours du sommet des pays membres du pacte de Varsovie qui s'ouvrira demain à Prague. C'est le premier voyage officiel à l'étranger de M. Yuri Andropov, chef du Parti communiste soviétique. Autre préoccupation des responsables des pays de l'Est, la Pologne, le désarmement nucléaire et les relations avec la Chine. Ajoutons à cela que l'attentat, l'explosif de samedi à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, a été revendiqué par un groupe d'opposants au régime du président Jean-Claude Duvalier, un attentat qui avait fait 4 morts. Les sports, enfin, avec cette bonne nouvelle pour les Bordelais. Alain Giresse, leur capitaine, reste finalement chez eux. Il n'ira pas à l'étranger. Roger Zabel. Sous quel maillot va jouer Alain Giresse la saison prochaine ? J'avoue que j'ai un choix à faire, je ne l'ai pas fait encore, mais je ne sais pas, pour le moment je ne peux pas répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte, alors j'attends encore un peu. Ça, c'était il y a 2 jours, la réponse nébuleuse d'Alain Giresse à Thierry Roland lors des trophées Antenne 2. Alain Giresse, récompensé par Francis Cabrel, a désormais levé le voile sur sa décision. Ce matin, le milieu de terrain bordelais, convoité comme Platini par les clubs italiens après son étincelante Coupe du Monde, Alain Giresse a re-signé pour 3 ans un contrat le Lion Girondin de Bordeaux. Le capitaine bordelais semble satisfait de rester en Aquitaine, même s'il a été confronté à un dilemme particulièrement difficile. J'avais 2 possibilités, c'était ou de partir à l'étranger ou de rester au Girondin. L'étranger, c'est... on peut le dire maintenant. Bon, c'était notamment l'Italie, mais je dis qu'il y avait d'autres pays aussi. Mais bon, ils avaient des arguments qui étaient tout autres que ceux des Girondins, qui étaient donc pas négligeables. Je crois qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai tranché pour les Girondins. Je suis libéré, je suis content. Si j'étais parti pour l'étranger, on avait dit, il ne part que pour l'argent, etc. Si je reste, bon, on dira bien autre chose. De toute façon, c'est pas l'important. Je pense que moi, je suis ma conscience tranquille. Je crois que j'ai fait mon choix et je crois que je regrette pas surtout. Je regrette rien du tout. Je suis très libéré maintenant. Je crois que je suis content d'avoir fait ce choix. Voilà, Giresse reste à Bordeaux et Alain Gillot-Pétré, Antenne 2. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Eh bien, Alain Gillot-Pétré a sorti sa pochette rouge, c'est une pochette de chaleur car nous avons un hiver tout à fait printanier, des températures exceptionnelles. Regardez sur la photo satellite, c'est très facile à comprendre. Voilà, vous voyez la France dans les nuages, bien entendu. Et vous voyez ici cette énorme barre de nuages. Eh bien, ça s'explique très simplement car ici, il y a de l'air froid, l'air qui vient du pôle, et ici, c'est l'air qui vient de l'équateur. L'air qui vient du pôle, il est froid, l'air qui vient de l'équateur, il est chaud, et la France se trouve dans l'air qui vient de l'équateur, enfin, de l'air un peu dégénéré tout de même, hein. Ce n'est pas quand même de l'air de l'équateur même. Il s'est refroidi au cours de son parcours, mais il fait quand même, vous le voyez sur l'Espagne aussi, c'est un anticyclone, il fait quand même très doux sur toutes ces régions-là, alors qu'ici, bien entendu, par la force des choses, il fait très froid. La carte pour demain maintenant, qui vous donnera en détail le temps de demain, eh bien c'est assez simple, c'est des nuages partout, sauf sur la Méditerranée, où là, il y aura quand même des nuages, mais beaucoup plus de soleil que de nuages. Quelques éclaircies également sur le nord, le nord-est et le nord-ouest, en cours de journée, un ciel qui va devenir variable donc, possibilité de quelques averses. Et sur la tranche du milieu de la France, eh bien c'est beaucoup de nuages avec de la pluie, mais des pluies très modérées. Possibilité de neige sur les Vosges et le Jura, possibilité de neige également sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres. Mais il faut dire qu'il ne neige pas beaucoup avec les températures pareilles. C'est les températures qui sont très intéressantes. Regardez, nous allons prendre 2 exemples. 11 degrés à Brest pour demain après-midi, mais 11 degrés également à Toulouse, qui est notoirement plus au sud. 10 degrés à Strasbourg, Reims et Paris, mais 10 degrés également à Agen, qui elle aussi est nettement plus au sud. Très peu de différence entre le nord et le sud du pays, de 9 à 15 degrés maximum à Nice, 9 degrés minimum à Lille, Nancy, Mulhouse et Dijon. Bah, c'est toujours ça de prix, cette douceur-là. Demain, c'est le mardi 4 janvier, 1 minute de soleil en plus, levé 8h46, couché 17h05, et la fête de Saint-Odilon qui avait inventé la fête des morts.
C'est François Kramer que vous aurez le plaisir de retrouver à 23h15 ce soir. Je vous rappelle l'information que nous vous donnions pendant ce journal. On semble aller vers une diminution d'1 point du taux d'intérêt des livrets de caisse d'épargne. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h demain. Bonsoir à tous.